Baillargeon, animateur de Télé Handicap, l'émission Attention, je marche. C'est une émission, on est rendu quand même à plusieurs épisodes et on reçoit toujours des invités de marque et des gens qui ont toujours un parcours très intéressant et qui ont surtout des solutions à apporter aux personnes qui sont en situation de handicap ainsi qu'aux proches aidants et aux familles. Donc, ce matin, toujours dans la même lignée, nous recevons Audrey Côté, qui est chercheur en santé mentale spécialisée dans les troubles de l'autisme. J'espère que je vous présente bien, mais je vous laisse la parole maintenant, Audrey. Vous permettez que je vous appelle Audrey? Oui, parfait. Très Oui, bien. donc bonjour. Oui, ben, je ne suis pas encore chercheur. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, là, moi, j'ai fait un baccalauréat en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal. Puis là, je suis à ma première année de doctorat en psychologie. Donc, Ah, je fais de la recherche dans le cadre de ma thèse de doctorat, mais je n'ai pas encore un statut de chercheur. Donc, j'ai beaucoup à apprendre, mais mon projet de thèse est sur la santé mentale des enfants et des adolescents autistes. bon, c'est quand même un sujet qui est vaste. Euh, Oui. et si on remonte un petit peu dans le temps, là, Mhm. ça n'a pas toujours été appelé autisme ou ça n'a pas toujours porté un nom. En fait, les symptômes que l'on dit aujourd'hui être, exemple, les troubles du spectre de l'autisme, là, Mhm. TSA, je crois que l'on dit. Donc, Oui. est-ce que vous savez un petit peu, parce que c'est toujours très intéressant d'apprendre, d'où est-ce que c'est venu ça? Comment est-ce qu'on a débuté les recherches et comment on en est venu à mettre les termes troubles, spectre, autisme, santé mentale? C'est une bonne question. Moi, je suis moins, je dirais, toute l'historique, ben, je sais que ça a évolué, les noms, par exemple, dans le DSM-4, on avait le terme Asperger, on avait différents termes. Puis dans le DSM-5, on a comme tout réuni pour appeler ça le trouble du spectre de l'autisme. Mais pour l'historique en soi, là, du terme, je suis pas là, une spécialiste de comment ça a évolué. Par contre, ben, de plus en plus, on parle plus de santé mentale parce qu'avant, l'autisme était un critère d'exclusion pour d'autres troubles. Par exemple, dans le DSM, qui est comme le guide des troubles mentaux, là, dans Oui. la version précédente, ben, on ne pouvait pas diagnostiquer, par exemple, un TDAH en plus de l'autisme. C'était pas permis, si on peut dire. Mais maintenant, avec le DSM-5, il y a plus de liberté on peut faire des diagnostics qui sont surajoutés. Puis ça ouvre la porte à mieux les traiter dans le fond si on est en mesure de les reconnaître. Bon, d'accord, parce que ce qu'on appelle le DSM, en fait, là, c'est lorsque c'est en forme de livre, c'est une Bible, Ouais. là. C'est ça, oui. Une brique, là. C'est un gros Ouais. livre. Oui, c'est ça. C'est comme le dictionnaire, en fait. Oui, on peut dire que c'est quand même la base, les lignes directrices, là. Oui, On oui. parle beaucoup de ça, mais il y a beaucoup d'autres ressources aussi qu'on peut avoir avec les articles scientifiques et tout. C'est ça, c'est une base, mais on ne peut pas se fier juste sur ça. Puis ce qui est intéressant là, dans votre parcours, c'est que, bon, évidemment, vous accumulez soit les articles, les participations, les contributions, donc vous avez vraiment une grande curiosité intellectuelle, mais ça a commencé où, ça? Je veux dire, Hmm. qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette route-là de je vais devenir chercheur, je veux aller chercher un doctorat, ce sujet-là en particulier, parce que c'est très niché, comme on dit, c'est vraiment spécialisé, ça vient d'où? Ben, je pense que j'ai toujours eu depuis, tu sais, mon secondaire, j'avais un intérêt pour les gens. J'ai fait du bénévolat, par exemple, pour le club des petits déjeuners. Puis ensuite, j'ai voulu Hmm. m'impliquer avec la Fondation des sports adaptés. Donc, j'ai contribué à faire des activités de ski nautique adapté. Ça a comme vraiment réveillé une petite passion que j'avais pour Ah. les personnes qui ont des besoins particuliers. Donc, au début là, de mon baccalauréat, j'ai commencé à travailler au centre petite échelle. Puis là, j'ai travaillé avec différents profils d'enfants qui avaient des besoins particuliers. Puis, ben, j'ai eu un intérêt particulièrement pour l'autisme parce que les jeunes avec lesquels je travaillais étaient tellement différents les uns des autres que je me demandais, ben, c'est quoi l'autisme? Tu sais, qu'est-ce qui appartient à l'autisme? Qu'est-ce qui appartient, par exemple, à de l'anxiété ou d'autres diagnostics de santé mentale qui sont à part?
Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller travailler comme assistante de recherche au laboratoire du docteur Motron. Puis ensuite, ben, j'ai rencontré ma professeure dans ce contexte-là. Puis elle, quand elle m'a dit qu'elle s'intéressait plus à la santé mentale, ben, c'était vraiment plus collé à mes intérêts parce que c'est ça, comme je vous ai dit, moi, comme par exemple, l'étiologie de l'autisme, comme ça m'intéresse un petit peu moins. Je suis plus dans la recherche comme, OK, maintenant que c'est là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les interventions surtout, là. Ben justement, ben parlons-en, parce qu'évidemment, à chaque problème, il y a des solutions ou des mesures d'atténuation. Ouais, Euh, comment, un exemple typique là, de recherche que vous faites ou à laquelle vous participez, par exemple. oui. Je peux vous Ouais. parler de deux exemples. Donc, il y a un premier projet qui travaille avec la clinique d'intervention des troubles du spectre de l'autisme. Donc, ça, c'est une des seules au Québec qui est spécialisée autant en autisme qu'en santé mentale. Oui. Puis moi, dans le fond, je pars des dossiers médicaux des usagers. Donc, j'ai accès aux dossiers. Puis, le but de cette étude-là, comme il n'y a jamais eu de recherche à cette clinique-là, ben, c'est vraiment de faire comme un portrait de la clientèle. D'accord. On veut comprendre, OK, ben c'est quoi les difficultés principales, les motifs de consultation. Puis on veut aussi aller voir c'est quoi les interventions qui sont faites pour aider. Donc, cette étude-là va permettre d'avoir comme un premier portrait, si on peut dire, de la clientèle. Puis éventuellement, ben, c'est sûr que là, à long terme, on aimerait savoir ben, est-ce que ces interventions-là sont efficaces, puis comment est-ce qu'on peut les rendre plus accessibles, mais là, ça va prendre du temps. Fait que la première partie, pour l'instant, c'est vraiment plus dans le descriptif de comprendre c'est quoi la clientèle. OK. Est-ce que vous savez combien de personnes ont un diagnostic dans notre province, ici au Québec? Ou à peu près, là. Tu sais, on parle pas Ouais, de centaines, on parle de milliers, là. combien, je ne sais pas. Je sais que la prévalence, si je ne me trompe pas, c'est entre, je pense que c'était 1,7% de ce que j'avais vu. Mais ça fluctue. Je sais qu'il y a de plus en plus de diagnostics d'autisme, puis les raisons de ça, il y a plusieurs hypothèses, mais bon, est-ce que c'est parce qu'il y en a fondamentalement plus ou on le diagnostique davantage? C'est difficile à dire, là, mais oui, c'est aux alentours de, ouais, entre 1 et 2%. C'est ça. C'est un petit peu comme l'hyperactivité. Tu sais. À mon époque, si je peux parler, quand moi j'étais, disons, à la petite école, Ouais. on disait, ah, c'est un tannant. Tu sais, parce qu'on bougeait beaucoup, on était toujours en. Tu sais, on parlait pas le terme hyperactivité, Ouais, trouble, ça existait. Il n'y avait pas l'étiquette, là. ouais, On disait juste, ah, c'est un tannant ou c'était, tu sais, même hyperactif, on n'entendait pas ça. Fait que je pense que ouais. c'est un petit peu ça qui expliquerait aujourd'hui Mhm. la clientèle que vous avez, dans le fond. Tu sais, c'est peut-être que des personnes qui ont aujourd'hui 60 ans, 70 ans, 75 ans étaient, étaient ce qu'on appelle aujourd'hui Asperger, étaient ce qu'on appelle aujourd'hui autisme, étaient, peu importe, parce qu'on aime, je ne veux pas dire qu'on aime les étiquettes, mais on essaie toujours de mettre des trucs dans une boîte pour normer, cadrer et tout ça. C'est que je pense que c'est l'évolution normale de toutes ces recherches-là qui a fait comme ah, ben oui, voilà. Puis le DSM aussi, qui est une espèce de, on pourrait dire, une liste de vérification, là, si on peut dire, de façon simple. Vous dire, ah, je réponds à, exemple, sur 20 critères, oh, j'en ai 15, donc je me classerais dans telle catégorie, hein. Je pense que c'est un petit peu comme ça, là. Oui, c'est sûr, mais je pense que justement, aussi peut-être une raison de pourquoi il y en a plus, c'est que ben, peut-être il faut faire attention des fois avec l'autodiagnostic. Je pense des fois, on en parle de plus en plus, fait qu'il y a certaines personnes qui pourraient être comme, ah, moi j'ai tel trait, donc Hum. je m'associerais comme autiste, mais c'est quand Ah, même un diagnostic qui est comme complexe, si on peut dire. Fait que, oui, il y a le DSM, mais il y a plusieurs autres tests qui sont spécifiques à l'autisme. Il y a des tests aussi qui sont passés souvent avec plus qu'un professionnel pour avoir comme un accord entre les deux. Donc, c'est ça, le diagnostic à l'âge adulte est comme un petit peu plus complexe parce qu'à l'enfance, il y a vraiment comme des caractéristiques qui sont plus précises. Puis des fois, à l'âge adulte, ça peut être plus difficile de distinguer est-ce que c'est plus des enjeux comme de personnalité, l'autisme, tout ça.
Mais voilà. Je sais pas si Oui. ça répondait à la question, là, ouais. Absolument, mais tout à l'heure, ben, c'est lorsque j'ai dit c'était pas dans le sens que je m'auto-diagnostique. Le docteur en qui j'ai le moins confiance s'appelle Google en passant, là. Non, c'est ça. Ben, il y a des gens, vu qu'on en parle plus, comme Oui. le diagnostic est devenu plus populaire, comme peut-être qu'avant, il était associé plus à quelque chose de plus péjoratif, puis maintenant, on Mm. dirait que tant comme le TDAH, comme vous disiez, là, on en entend plus parler. Oui. Donc, des fois, ça peut faire en sorte que c'est ça, il y a des gens qui vont plus s'associer, là, si on peut dire. Fait que donc, à garder en tête d'aller chercher là, une évaluation professionnelle si vous avez des Oui. gens ont des doutes. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu des ressources qui sont à la disposition de la clientèle, tu sais, ou du manque de ressources? J'aimerais qu'on aborde ce sujet-là, parce que c'est un sujet bien important, hein? Oui, L'accès au service. ouais, l'accès au service, ce serait quelque chose qu'à long terme, j'aimerais comme améliorer là, avec la recherche de mon doctorat parce que surtout en santé mentale, euh, il peut avoir le peu de cliniques spécialisées en autisme et en santé mentale, surtout pour les enfants. Donc, par exemple, moi, où je fais mon doctorat à l'Université de Montréal pour être psychologue clinicienne, ben, l'autisme, c'est un critère d'exclusion souvent à la clinique pour, par exemple, les diagnostics parce que c'est quelque chose qui est très spécialisé. Donc, ça peut faire en sorte que, ben, on est peut-être moins exposé dans notre formation. Ça a été documenté aussi au travers des études qu'il y a des psychologues qui disaient qu'ils se sentaient comme moins formés ou moins à l'aise à prendre une clientèle autiste juste parce qu'ils sentaient qu'il manquait de connaissances. Donc, ça serait, ben, à long terme, là, ma superviseure de recherche, elle aimerait qu'on puisse bâtir une liste avec les professionnels qui font de la psychothérapie auprès des personnes autistes, puis qu'on puisse aller documenter, ben, c'est quoi les adaptations qu'ils font, tout ça pour avoir un peu une base, puis éventuellement, ben, partager là, ce savoir-là à plus de personnes parce que les comorbidités psychiatriques ou les enjeux de santé mentale, là, c'est chez presque 70% des personnes autistes qu'on les retrouve. Donc, c'est pas à négliger. Puis, c'est dommage que les services suivent Oui. pas des fois. Ouais. OK. Puis quand vous dites la comorbidité, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est. Mhm. On dit le terme comorbidité, c'est quand il y a un trouble qui en accompagne un autre, si on peut dire. Donc, par exemple, on peut dire que l'anxiété serait comorbide à l'autisme si le jeune va présenter aussi l'anxiété. OK, je comprends. OK, ça, c'est bon. Donc, et ça vient affecter aussi le niveau d'autonomie de la personne, hein, l'anxiété jumelée à l'autisme. Oui, oui, Hmm. c'est sûr que comment on le voit, c'est que de faire de la recherche pour les interventions, pour les soins des personnes autistes, ben, à long terme, ça améliore leur qualité de vie, tu sais, s'ils Oui. reçoivent les services nécessaires. Ouais. Oui. Est-ce que la clientèle, on a des généralités ici ce matin parce que l'objet de l'émission, en fait, c'est que pour ceux et celles qui vont l'écouter, ils vont faire: Ah, il y a des ressources. Ah, ben voici, je ne suis pas tout seul là-dedans. Euh, Mhm. où il n'y a pas de ressources et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de travailler quelque part là-dessus. Donc, ça me rassure en tant que parent, par exemple, parce que souvent, ça va des parents, tu sais. Euh, Est-ce qu'en général, quelqu'un qui serait diagnostiqué peut être autonome et peut avoir une vie, exemple, habiter en chambre ou en logement tout seul, là, avec un minimum de supervision? Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus, si vous Ouais. avez une réponse, là, si vous avez une opinion là-dessus. Ben, ça, c'est tout le temps délicat, je trouve, pour Oui. l'explication, par exemple, aux Mm. parents, tout ça. Moi, je ne suis pas encore clinicienne, mais tu sais, OK. la recherche démontre, par exemple, que ben, la déficience intellectuelle va accompagner l'autisme dans peut-être 30% des cas. Puis ça va être environ aussi 30% des personnes autistes qui vont avoir un langage qui est très, comme qu'on dit qui serait non fonctionnel, si on peut dire. Fait que ça, c'est sûr que ça va impacter l'autonomie de la personne, veut pas. Donc, vu que le spectre est tellement variable, ça dépend vraiment. Autant on va avoir des personnes qui ont besoin de aucun accompagnement, aucune adaptation. Ouais. Autant il va y avoir des personnes qui vont avoir besoin de soutien tout au long de la vie.
Donc, c'est ça, c'est sûr que c'est toujours, c'est difficile de faire là, des prévisions autant avec le langage, au niveau du langage, est-ce que ça va se développer plus tard ou pas, puis au niveau aussi de l'autonomie. Au niveau de l'autonomie, on peut penser peut-être que pour certains types d'handicap, il y a des maisons, en fait des maisons, des résidences qui sont supervisées où est-ce que les gens, la clientèle éligible peut avoir une autonomie, avoir des occupations de la vie quotidienne et ils ne sont pas toujours là, tu sais, comme soit à la charge ou encore, tu sais, sous la supervision constante d'un proche parent ou d'un aidant naturel, mais qui sont capables, mais pas tout seuls. Donc, Oui, on voit des initiatives, entre autres à Sherbrooke, là, il y a une maison qui c'est un long parcours du combattant, mais est-ce qu'en autisme, mais peut-être que vous ne savez pas la réponse, mais est-ce existe quelque part une maison, une ressource, un immeuble locatif où justement on n'a pas un locataire, mais que l'immeuble au complet, tu sais, serait sous supervision d'un organisme ou je ne sais trop. oui. Ben, il y a la Pas maison la question comme Véro ça. et Louis, Bonne je sais chance. pas. C'est bon. Il y a la maison Véro et Louis, je sais pas si vous en aviez entendu parler. Oui, oui. Qui est pour les jeunes, ben, les personnes autistes, dans le fond. Je sais pas s'il y a des âges, là, mais c'est un peu ça l'idée que ben, il y ait des services qui soient comme adaptés puis qui puissent être avec ben, dans un milieu qui est stimulant. Mais pour les autres services, je sais qu'il y a des RAC, donc des ressources d'hébergement aussi, mais je suis moins renseignée, vu que je suis un petit peu plus en enfance, je suis moins renseignée sur les ben, pas les placements, mais les logements qui peuvent être disponibles à plus long terme. Ouais. D'accord. Une thèse de doctorat comme celle que vous avez commencé à travailler, Oui. en- vous espérez la terminer quand? Dans le doctorat, c'est 5 ans, puis la dernière année, on travaille à temps plein. Fait que j'espère dans 4 ans, là, pas mal, que ça soit fait. Ouais. OK. Puis je Mhm. pense que déjà la clientèle vous attend. C'est ça, ben, qu'est-ce que je trouve comme le fun du doctorat, c'est justement, il y a un aspect recherche, mais aussi, moi, je fais le doctorat pour être psychologue clinicienne. Donc, après, Mhm. c'est sûr que j'aimerais ça, travailler avec la clientèle pour mettre mon savoir en application, là. Oui, hein, ben, je vois d'après, tu sais, de ce que je vois de votre personnalité, vous allez être un apport vraiment très intéressant. Sinon, je ne veux pas dire plus que ça, là, mais dans le sens que je vous vois vraiment, tu sais, dans le sens de quelqu'un qui a l'air très dévoué et vous êtes d'une vivacité d'esprit, là, que c'est sûr que quelque part, vous allez contribuer au mieux-être de cette clientèle qui, trop souvent, je trouve, est laissée pour compte. Hein? Oui, oui. Puis souvent, c'est pas juste en autisme, c'est aussi Non. sais, par exemple, avec la déficience intellectuelle aussi, la santé mentale, ça peut être moins bien compris. Puis ça, c'est pas ma thèse de doctorat, mais si ça, je pense que ça peut être encourageant aussi. À Louis Hippolyte Lafontaine, là, il y a des cliniciens qui ont mis en place un programme pour les gens qui avaient une déficience intellectuelle puis des difficultés comme des troubles de personnalité ou des difficultés de régulation émotionnelle. Puis dans le fond, cette clientèle-là, ils ont remarqué comme ils se retrouvaient souvent au service d'urgence, puis que c'était souvent comme de la gestion de crise plus à court terme avec la clientèle, mais qu'il n'y avait pas d'intervention qui était faite sur le long terme. Puis, D'accord. c'est un petit peu comme si les services sociaux puis de réadaptation disaient, ben non, ça rentre dans les services de santé mentale. Les services de santé mentale disaient, ben, tu sais, il y a une déficience intellectuelle, donc ça serait plus réadaptation. Puis ça faisait que les gens étaient comme moins pris en charge réellement. Donc, il y a un projet qui est mis sur pied là, pour faire des groupes de psychothérapie qui est adapté à la clientèle. Donc, leur enseigner ben, des stratégies de régulation pour justement être aidantes plus à long terme, puis qu'on puisse avoir une solution pour ces personnes-là. Donc, ça a été mis sur pied. Il y a déjà eu 3 groupes, puis ça va se poursuivre dans un autre sus. Donc, Oui, ah, ben, j'aime beaucoup l'idée de cette initiative-là, parce que ça ouais. aide aussi désengorger les services Oui, d'urgence, les services ambulanciers, les services de transport, etc. Déjà que les ressources sont limitées.
C'est ça, puis que c'est sûrement pas, tu sais, si elle est dans ça, d'aller à l'urgence, tu sais, Et non. à cause d'une difficulté de gestion de crise, après ça, on repart pas nécessairement. Tu sais, j'imagine que les personnes ne repartent pas nécessairement outillées. Après Mais ça, ça va être pour ça qu'ils reviennent aussi fréquemment, là. ben absolument. Puis le personnel hospitalier qui est déjà débordé, surtout s'il n'y a pas les outils. Fait que je trouve que c'est vraiment brillant d'intervenir à la base comme ça, puis de former et d'informer les gens qui sont déjà sur le terrain de la façon que c'est fait. Ben, je trouve que c'est merveilleux. Vous, pour les 3, 4 prochaines années, vous travaillez presque à temps plein sur votre thèse de recherche. Rappelez-nous le sujet de votre thèse de doctorat. Oui, ben le sujet, ça serait, ouais, santé mentale en autisme, c'est plus vaste, mais ça serait de regarder, comme on a parlé, les comorbidités psychiatriques qui accompagnent l'autisme, donc les autres diagnostics qui vont avec ça. Puis ça, ce serait la partie 1, donc avec les dossiers, d'aller extraire l'information pour avoir comme une compréhension globale des problématiques qui reviennent le plus souvent, puis des interventions qui sont faites. Puis pour la deuxième étude, j'aimerais beaucoup faire des entrevues avec les professionnels qui travaillent. Moi, ce ne serait pas juste la psychothérapie, mais qui travaillent avec les jeunes autistes, autant ergo, travail social, psychoéducation, pour voir c'est quoi les adaptations qu'ils utilisent avec cette clientèle que, selon eux, ben, ça peut être aidant. Ah, comme une espèce de tour d'horizon là, en 360 degrés. Là. Ouais, c'est ça. Puis ma superviseure, là, à plus long terme, même quand moi j'aurai fini mon doctorat, elle veut vraiment mettre en place des projets, par exemple, à la clinique où on pourrait même rappeler des jeunes qui sont allés consulter pour avoir leur feedback sur les soins, pour avoir des suggestions. Donc, il y a plein d'idées de projets. Donc, elle vient de commencer son poste, là, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va émaner de tout ça. Ouais. Bon, ben ça, écoutez, je trouve ça tellement intéressant. Vous êtes la relève. Vous avez la jeunesse et vous avez le talent. Audrey Côté, euh, étudiante au doctorat à l'Université de Montréal. Je vous remercie beaucoup. Belle entrevue, belles informations. Et puis, au nom de toute l'équipe de Téléhandicap, on vous remercie d'avoir participé à cette interview d'aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite un bon succès pour la suite de votre parcours universitaire de chercheuse. Et je vous souhaite la meilleure des chances. Ben, merci beaucoup. Alors, tout le monde, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission de Téléhandicap qui s'appelle Attention, je marche. Aujourd'hui, on recevait Audrey Côté, étudiante au doctorat à l'Université de Montréal, qui nous a parlé évidemment de l'autisme et de santé mentale là, chez la clientèle jeunesse. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute et d'ici à la prochaine, gardez le sourire. Salut tout le monde.